tous, bienvenue dans Asphalt. Nous sommes de retour en Principauté, vous le voyez, pour essayer une sportive. Et quelle sportive, puisqu'il s'agit de la voiture de l'année. Mais avant, place au sommaire. Dans ce nouveau numéro d'Asphalt, nous vous proposerons de revenir en détail sur la 21e édition du Rallye Monte-Carlo historique. Nous sommes partis sur les traces des plus belles épreuves spéciales d'autrefois. Et pour notre essai du mois, la Ford Focus RS Last Edition a été élue voiture sportive de l'année. Vous allez constater que le constructeur a encore amélioré les performances de l'auto. Bonjour Gilles. Bonjour Vanessa. Quel plaisir de vous retrouver comme à chaque fois. Évidemment. Alors aujourd'hui, comme je le disais en début d'émission, une sacrée surprise. Vous allez adorer. Si je vous dis sportive de l'année, avancez avec moi, évidemment. Vous allez la découvrir. Oui. Il s'agit de... La Ford Focus RS, évidemment. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette Ford Focus? Côté design, tout simplement, le pack performance, c'est quelques petits styles spécifiques. Ce toit, ces jantes, ces coques de rétroviseur noires. Tout en noir satiné, ouais. C'est très joli d'ailleurs. Très joli. Ça donne un aspect vraiment sportif, agressif. Ça met les lignes encore, je trouve, avec l'aileron, le toit. On reprend les roues noires. Moi, j'aime beaucoup les roues noires. Je sais que le bleu vous plaisait particulièrement. Le bleu, il est vraiment très beau. Ah ouais, là, vraiment, je trouve que ce qu'ils ont fait, ils l'ont bien fait. Avec ses étriers assortis, le petit rappel, toujours. Pareil, le diffuseur aussi. Non, elle est vraiment très belle. Le petit RS écrit en bleu. Franchement, ça fait quand même 2 ans, je crois, qu'elle... Absolument. Voiture de l'année, pour la 2e année consécutive, élue par nos confrères Échappement. Eh oui, d'échappement, Ce qui n'est pas rien, 2 ans, c'est très rare, je crois que c'est la première. Il me semble, parce que de toute façon, première. Arriver à tenir la dragée haute avec toute la concurrence des superbes sportives qu'il y a dans cette catégorie, c'est vraiment un tour de force, mais je crois qu'elle le mérite. Et puis là, on en parlera tout à l'heure. Oui, elle a une petite spécificité technique, qui est une intéressante. amélioration, et pas des moindres. Tout à fait. On en parlera en détail dans l'essai. Essayez-la comme il se doit, Gilles. On se retrouve après. C'est parti. Faites-vous plaisir. La Ford Focus tire sa révérence cette année. En effet, le constructeur devrait lancer très prochainement la nouvelle génération. Afin de marquer le coup, cette 3e du nom reçoit un traitement de faveur, une édition limitée appelée Last Edition. Gilles, on a tendance toujours à se focaliser sur la motorisation, évidemment. Nous sommes des passionnés. Mais j'ai envie quand même de souligner l'intérieur qui est particulièrement joli et très confortable pour une voiture sportive. C'est vrai, moi j'aime beaucoup la sobriété, avec des petits détails justement, juste pour souligner... Et là, on y est en plein. On y est en plein là, parce que c'est vrai que c'est une voiture, c'est une voiture qui vaut dans les 40 000 euros, je crois, à peu près. 45. Donc voilà, le but du jeu, c'est d'avoir de l'efficacité au départ, de l'esthétique, des bons éléments au niveau des performances. On l'a souligné, ça, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Dedans, écoutez, on a déjà, un volant. Les sièges baquets sont spécifiques à ce modèle, avec le pack performance. On a oublié de le dire, mais ça, c'est vraiment spécifique. Oui, ils sont des récarreaux, je vois, évidemment. Ouais. Avec les couleurs, bien sûr, qui rappellent la carrosserie. Voilà, avec c'est très joli d'ailleurs. Très joli, très confortable. Juste, comme il faut. On a un bon maintien. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent dans les essais, mais on a un bon maintien tout en étant confortable. On a un petit peu d'alcantara, on a du cuir sur le côté. C'est bien parce que c'est les endroits où ça s'use en général. Donc quand on rentre et tout, le cuir s'use beaucoup moins évidemment que l'alcantara. Donc on arrive à avoir... voilà, et puis quand on s'assoit, on a les fesses l'hiver qui sont pas trop froides, puisque l'alcantara, lui, il est noble à ce niveau-là. Les petites surpiqûres bleues au milieu du gris anthracite foncé de l'intérieur. Moi, je trouve franchement l'intérieur sobre, sport, classe. Il n'y a pas de bruit quand on roule, elle est bien insonorisée l'auto. C'est vrai, on entend bien le bruit du moteur quand on accélère, mais ça, évidemment, ça ne sera pas du tout un reproche. Les commandes, elles tombent bien, elles sont simples, faciles à voir. Le GPS, il est bien intégré avec l'écran. Ah, et ces petits compteurs là, ça c'est parfait. J'adore. Est-ce que ça équipé aussi l'ancienne version? Non. Je me souviens plus. Non, il me semble pas. Ah, moi non plus.
Là justement, ça c'est génial. Ça saute aux yeux de suite. Hein. Parce que en plus c'est des indications qui sont intéressantes, puisqu'on a la pression de suralimentation du turbo. Hein. On a aussi donc la pression d'huile, c'est toujours une indication intéressante à savoir à chaud, etc. Et puis on a la température d'eau. Voilà, donc très très sympa. C'est toutes des très choses sportif. qui sont importantes à avoir. Souvent on a des tableaux maintenant trop modernes, électroniques, où on n'arrive pas à dissocier les... Et là on garde le compteur à aiguille, ça voilà. enfin. Les compteurs à aiguille, chiffres sobres, faciles à lire. Les 3 petits manos sympas là qui apportent un petit plus race à l'intérieur de la voiture. Franchement, vraiment l'intérieur bien. Est top. Vraiment c'est bien. Vrai. Ouais. Série limitée oblige, la Ford Focus RS a également droit à un badge spécifique en aluminium placé dans la console centrale. Bon, et bien Gilles, comme nous le disions à l'instant, hein, c'est vrai que la motorisation ne bouge pas sur cette série limitée. Toujours un 4 cylindres de 350 chevaux, toujours appréciable. Ah ben oui, je crois qu'au niveau du moteur, là, on a atteint quand même des performances assez exceptionnelles. Je crois que c'est un 2,3 litres en cylindrée. Absolument. Il y a beaucoup de couples, hein, je crois 440-450 Nm, ce qui est quand même énorme. Un moteur qui est bien plein, qui prend des régimes maxi 6008, je crois quand même. Pas mal pour un moteur suralimenté. Et puis, je pense que Ford a voulu marquer le coup sur ce modèle pour justement enfoncer le clou en étant les leaders incontestés de la performance dans ce créneau hein, des sportives. Un moteur évidemment qui est toujours lié à une boîte toujours aussi efficace. Alors on en a parlé la dernière fois hein, dans l'essai finalement de l'ARS de l'ancien modèle, mais bon allez, pourquoi pas en dire encore quelques mots. Je pense que ça vaut le coup. Ben, c'est vrai que maintenant on a tendance à essayer plus de voitures sportives en boîte séquentielle. Oui. D'accord. Palette au volant. Et donc là, Ford sur ce modèle sont toujours restés fidèles à la boîte manuelle. Donc moi, j'aime bien les deux, hein, il faut quand même évoluer avec le progrès, mais je trouve qu'une boîte manuelle, quand elle tombe bien comme ça, hein, on a le coude bien installé sur la console centrale, on a la main qui va bien dessus, la boîte, le levier il est bien, le pommeau, je veux dire de vitesse, il est très bien. C'est important aussi ça. Ça c'est parce vrai. que souvent on a des pommeaux qui ont des exercices de style esthétique. Ergonomiquement, c'est... Voilà. Donc ça c'est vraiment pas bien. mieux. Et puis on a une boîte 6 évidemment, donc qui permet d'avoir une plage d'utilisation de chaque rapport optimisé. Évidemment, Ford, ils savent faire hein, sur les modèles RS, donc la boîte est très bien étagée. Et oui, la boîte, il faut savoir que Sébastien Ogier reconnaît avec cette auto. Absolument. Elle a le privilège en champion du monde de reconnaître avec cette auto. Et oui, parce il a bien raison. Aujourd'hui, elle est en 4 roues motrices, et oui, voilà. Tout à fait. Donc la boîte est très bien étagée, on a les rapports vraiment qui sont comme une boîte de course. Hein. Voilà, elle tire légèrement plus long, c'est normal puisqu'on est en utilisation urbaine. Et la commande de boîte est précise. Ça c'est important aussi, ça me faisait penser aux premières Mitsubishi. Oui, c'est vrai. On a trouvé ça vraiment génial. Alors que dans certains constructeurs, on a les boîtes avec beaucoup de courses au levier. Ouais, on ne sait jamais si la vitesse est bien enclenchée. Ça donne vraiment une impression de flou qui est très désagréable, surtout quand on aime piloter. Là, franchement, on est... voilà, les vitesses rentrent bien, sont fermes, la course est courte, le levier tombe bien, donc là aussi, sans faute hein, pour une boîte manuelle, sans faute. La version 2017 de la Ford Focus RS met en avant un moteur de 2,3 litres EcoBoost de 350 chevaux, lui permettant de passer de 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes 7 et d'atteindre une vitesse maximum de 266 km/h. Alors, aucun changement sur le freinage par rapport au modèle que nous avions essayé, mais un sacré freinage très efficace, même peut-être trop. C'est-à-dire, oui, je vois que Vanessa, vous avez eu la finesse en essayant l'auto, et vous faites bien d'en parler justement, parce que c'est toujours intéressant. Le but d'un essai, c'est justement de donner des informations hein, aux téléspectateurs en fonction de leur utilisation. Et la difficulté, quand on est dans une voiture de course, le compromis, il n'y en a pas. On cherche toujours à optimiser en fonction de l'instant, de la piste ou de la spéciale, etc. Là, on est dans une voiture très très sportive de série, où donc on peut aller travailler avec, comme on dit, acheter le pain, et on peut très bien aller se faire une spéciale dans une route de montagne et attaquer très fort. Donc le compromis est toujours difficile. Oui, c'est sûr. Mais on doit éviter la radicalisation, c'est-à-dire essayer d'avoir quelque chose qui va
bien partout. Et donc là est la difficulté. Voilà. Justement. Donc là, évidemment, la voiture est quand même assez lourde, c'est normal. Hein. On est dans une voiture cossue, on est dans une voiture 4 roues motrices, donc 4 portes, etc., qui embarque donc pas mal de le pont arrière, la transmission, etc. Ouais. Des transmissions supplémentaires aussi, l'arbre central. Donc tout ça, évidemment, il faut l'arrêter. Ça accélère fort, ça va très vite, il faut l'arrêter. Il faut que ce soit endurant. Et l'endurance, elle est liée aussi, évidemment, au diamètre des disques. Donc on a des disques de gros diamètre, on a des très beaux étriers. Brembo, évidemment, hein, c'est la référence. Donc on a un freinage qui est très puissant, qui est endurant. Le seul petit bémol, évidemment, c'est qu'on a un freinage assisté, évidemment, aussi, hein, pour tous les utilisateurs qui n'ont pas forcément envie d'appuyer très fort sur la pédale pour avoir géré la puissance de freinage. Et je trouve qu'on s'est fait surprendre tous les deux, qu'au premier coup de frein, on a tendance un peu à, comme on dit, se manger le pare-brise. Je peux m'exprimer comme ça. À peine on effleure la pédale et donc ça s'arrête. On aurait tendance à dire que, allez, en utilisation classique, il faut doser la pression sur le... Je pense qu'après c'est un coup à prendre. Mais c'est pas très grave, mais comme on essaye d'être précis, le petit point là, on a dit, ah oui c'est vrai, waouh, ça freine vraiment très fort quand on a envie de s'arrêter en cycle urbain, etc. Ouais. Voilà, donc une petite habitude à ce niveau-là. Sinon après, évidemment, le côté positif, c'est que c'est vraiment fantastique. Il y a du mordant, il y a du grip. On peut freiner quand on va vite, justement, avec de la progressivité, ce qu'on n'a pas quand on donne un petit coup de frein à basse vitesse. C'est trop puissant, trop assisté. Et voilà, on a roulé, on ne peut pas dire qu'on a fait une spéciale très très longue, mais en roulant quand même assez fort, en tapant dedans, j'ai pas trouvé que la pédale changeait au niveau de la course, et j'ai pas trouvé que le freinage se détériorait au fur et à mesure qu'on roulait. Donc je pense que quand même, voilà, on est quand même dans quelque chose où on peut quand même attaquer et rouler. Après, il faudrait aller sur un circuit où là, c'est là où les freins sont le plus sollicités. Et là, voir au bout de combien de temps, évidemment, on les perd les freins. Parce qu'au bout d'un moment, c'est une voiture de série avec des plaquettes de série. Bien sûr. Et on ne peut pas non plus tout avoir. Mais c'est déjà, je pense, un gros point de cette voiture, ça freine très bien. Et pour sa signature finale, Ken Block a fait part de ses commentaires. Le pilote a demandé un frein à main électronique sur ce modèle, car selon lui, il offre le moyen le plus rapide de réaliser des figures insoupçonnées. Eh bien, sachez que comme chaque année, Asphalt est parti à la rencontre de ce rallye Monte-Carlo historique, la 21e édition cette année, et nous étions là, évidemment, au bord des routes. Alors regardez, c'est du pur bonheur. C'est quelques années en arrière que nous replonge à chaque fois le rallye Monte-Carlo historique, avec des autos qui ont marqué l'histoire, des spectateurs toujours fidèles et des pilotes qui ont connu les plus belles années de l'épreuve. C'est la même chose, sauf que comme on arrive, la ville de concentration est en Valence, on a plus d'épreuves spéciales, enfin d'épreuves de régularité autour de Valence, aussi bien en Ardèche qu'en Isère, qu'en Drôme. C'est pour ça. C'est cette impression, c'est l'impression que l'on a. Mais en fait, non, on n'a rien rajouté, on n'a rien changé, le découpage est le même. C'est typiquement un rallye Monte-Carlo des années 50, 60, 70, même 80, puisque les voitures peuvent aller jusqu'à 1980, avec un découpage qui reprend traditionnellement ce que l'on faisait avant, avec 4 étapes, concentration, classement, commun, finale. Une fois de plus, la diversité est de mise au départ de ce rallye Monte-Carlo historique. L'épreuve compte cette année 29 Porsche 911. Performante et préparable à souhait, seule la fatigue de l'équipage peut faire défaut à l'arrivée. Fatigant, mais content d'être arrivé à Valence. Parce que ça... c'est long, hein, la nuit est longue, donc content d'être arrivé, ouais. On vit et la voiture entière, donc ça va. C'est donc après un parcours de concentration intense que les concurrents ont disputé en préambule 2 premières zones de régularité bien connues des spécialistes, avant de rejoindre la ville-étape Valence et son célèbre Champ de Mars. On est parti vendredi soir de Reims, et depuis vendredi soir, on roule et nous sommes samedi soir. Donc on n'a pas vu d'hôtel, on a dormi dans nos voitures un petit peu, mais très peu puisqu'on a roulé tout le temps. Mais ça, c'est la première fois qu'on le fait, ouais, c'était très passionnant. Non, c'est très bien. Ça va bien puisqu'on est là, donc tout va bien. Fatigué, mais autrement, bon, les 2 ZR qu'on a fait, sympa, il y avait quand même un petit peu de neige, donc on s'est un petit peu régalé.
Parmi les concurrents, des pilotes qui ont fait leurs preuves au rallye Monte-Carlo, tels que Bruno Sabi qui tente l'aventure à bord d'une Vespa 400 de 1959. C'était ma première voiture tout d'abord, quand j'ai passé mon permis. Et puis j'ai su que c'était la plus petite voiture de tous les temps qui avait participé au rallye de Monte-Carlo, donc j'ai trouvé que c'était un symbole que de l'engager. En plus, je fais ça pour mon association Espoir Isa contre le cancer, donc c'est un petit clin d'œil du combat toujours contre la maladie, donc une petite voiture contre les grandes. En plus, j'ai gagné ce rallye il y a 30 ans, donc c'est une fête que l'on célèbre d'une façon différente. Le dimanche est marqué par le début de l'étape de classement en Ardèche, avec au programme de la matinée des chronos de légende tels que Burzet dans sa version traditionnelle. Le retour sur Valence est une fois de plus bien mérité. On a fait un bon temps dans le Burzet puisqu'on fait le 6e temps. Après, j'ai pas les autres spéciales, la 5 et la 6, je les ai pas encore. Donc on ne sait pas, mais dans le Burzet c'était bien, il y avait de la neige et tout, c'était un peu plus difficile. Par contre, là, on vient de pointer en retard, il y avait du monde sur la liaison et c'était compliqué, on a pris un peu de pénalité, mais bon, c'est pas grave, hein. Sinon on s'amuse bien, ça va. Et demain, en plus, beaucoup de neige. La première journée, grosse fatigue, puisqu'on part de Monaco, on ne dort pas et on arrive vraiment très très fatigué. Et après, la régalade, mais fatigué. C'est assez marrant parce que... c'est assez magique même parce que il y a un engouement et les gens viennent spontanément et c'est vraiment très populaire. C'est vraiment la définition de populaire, il y a un vrai engouement. En 1978, Guy Fréquelin, copiloté par Jacques Delaval, avait terminé sur la 3e marche du podium du rallye Monte-Carlo. Guy Fréquelin reste donc l'un des héros de l'épreuve au volant de sa planche à roulettes. La planche à roulettes va bien, toujours aussi maniable, toujours aussi facile à conduire, c'est vraiment un jouet. Ce qui nous manque, c'est la neige et le brouillard. Voilà, on aurait de la neige et du brouillard, ce serait fabuleux. C'est énormément de souvenirs parce que ça fait des années que je n'ai pas mis les roues sur les épreuves spéciales du vrai Monte-Carlo, je vais dire. Pas le moderne, parce qu'aujourd'hui on ne fait pas toutes les épreuves que l'on faisait à l'époque, mais remettre les roues dans le Moulinon, dans Burzet, c'est dans Saint-Michel-les-Portes le premier jour, c'est fabuleux parce que le Monte-Carlo, je le considère comme étant le plus grand rallye au monde, et avec des spéciales qui sont des monuments, et c'est des souvenirs extraordinaires. Direction le parc naturel régional du Vercors lundi pour le début de la première partie de l'étape commune avec 4 ZR. Après le Moulinon Entraigues qui donne le ton comme à chaque fois, tous les concurrents se pressent pour manger la fameuse tarte aux pommes à l'arrivée du chrono. Les équipages font escale comme à la maison. Je disais tout à l'heure à plein d'amis, vous voyez, les gens sont là présents devant la remise, à regarder les pilotes, les anciens ou d'autres pilotes qui sont amateurs ou pas amateurs. L'enthousiasme est là, la passion est là, et voilà, quoi. Et comme je leur dis, le WRC, ça sera peut-être pour un jour, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, mais gardons le Monte-Carlo historique parce que c'est vraiment une grande fête aussi. Quand je vois l'Atomic Cup de Monaco, qui ont été ma deuxième famille, quand je vois Guy, M. d'Alexandrie qui est là, voilà, c'est lui la base de notre rencontre avec le président Boiry. Guy, il m'a toujours accompagné. Et voilà, je veux dire, je suis fier de ça. Comme je dis, je suis fier d'être reconnu à Monaco et je suis fier que les Monégasques aient eu confiance en moi et qu'aujourd'hui, le résultat, tout ce que j'ai fait dans cette remise, ce musée vivant, comme je l'appelle, est devenu un lieu qui sera incontournable et qui, je pense, dans l'avenir, non seulement il sera unique, mais peut-être qu'un jour on le classera. Entraigues sur Volane accueille chaque année les concurrents afin de fêter dignement la nouvelle édition pour le plus grand bonheur de Monsieur le maire. Ce rallye historique, ça représente d'abord tout un passé glorieux du rallye Monte-Carlo, avec les pilotes de renom que l'on a connus ici, tous les artistes qui ont fréquenté aussi ces pilotes. Et ça rappelle tout ce qui s'est passé ici au Pont de l'Huile, et notamment à la remise, du temps du papa d'Yves Joigne, où tous ces gens-là se retrouvaient pour le rallye Monte-Carlo, faisaient la fête, il y avait une ambiance extraordinaire, et ça rappelle tout ça, quoi. Le rallye fait partie du paysage et doit continuer à alimenter la légende. Il y a des gens qui sont un peu partout, au Pont de l'Huile, mais un peu sur tout le circuit. Il y a vraiment des gens qui viennent de partout, qui sont passionnés par ça, et à qui ça rappelle beaucoup de choses, notamment. Bien restaurées, les explications sur le terrain ont repris de plus belle jusqu'à l'étape finale.
Pour certains, l'aventure s'arrête aux portes de l'arrivée. La mécanique est tellement sollicitée que même les réparations de fortune n'auront pas eu raison. La fameuse boucle du Turini a donc fait la différence, surtout pour un équipage. On attend depuis tant d'années ce résultat. Finalement, c'est arrivé. Pour nous, tout s'est bien passé, mais j'ai appris que certains concurrents sont restés bloqués dans un embouteillage, et c'est une expérience que j'ai connue il y a quelques années. Mais le Monte Carlo est une compétition qui, pour la gagner, a besoin de chance, et nous en avons eu. Les concurrents du rallye Monte Carlo historique 2018 ont cette année encore pu faire rêver des générations d'amateurs de sport auto. Ce qui est plutôt sympathique à souligner, c'est ce mode sport drive. Plusieurs modes sont proposés en fait. Oui, maintenant, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus dans les différentes catégories de voitures. C'est vrai. Mais c'est vrai que là, c'est très simple. Moi, j'aime bien aussi quand même la simplicité parce qu'après, c'est bien de proposer tout ça, mais des fois, on a beaucoup de choses. On avait eu la Subaru, c'était vraiment très très compliqué pour gérer cette voiture, vous vous souvenez? C'est vrai, c'était pas forcément évident. Ouais, même si c'était efficace, c'était pas forcément évident. Vrai. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même la possibilité, et ça, il faut le souligner, de gérer manuellement. Alors, avec la main droite, à côté du levier de vitesse. Un petit bouton. On a un petit bouton Drive Mode, dans lequel, quand on démarre l'auto, évidemment, on part toujours, c'est une question de sécurité et de règles chez les constructeurs, dans le mode standard. Normal. Après, on appuie une fois, on passe au mode sport. Et tout s'affiche sur le petit tableau de bord. Voilà, tout est évidemment affiché à chaque fois. C'est bien clair avec un drapeau et des indications qu'on ne peut pas me rater. Et après, on a le dernier mode, donc c'est le mode circuit, mode race, on appelle ça. Là, circuit donc, et drift. Et drift aussi, oui, ça, il y a encore un autre mode. Ça, c'est incroyable. Qui était la caractéristique de la Ford, je me rappelle quand on l'avait essayé. C'était, on peut le souligner maintenant puisque vous en avez parlé, Vanessa. C'est donc la possibilité, évidemment, c'est une 4 roues motrices, évidemment, tous nos téléspectateurs avertis le savent. Et donc, on a la possibilité presque de se mettre dans un mode propulsion. C'est-à-dire on a presque plus de traction sur l'avant. Incroyable. Et on a un mode propulsion donc qui permet évidemment avec cette voiture qui à la base en tant que 4 roues motrices très efficace a du mal quand même à drifter et à décrocher. C'est le but du jeu, de la transmission intégrale. Et là avec le mode propulsion on arrive à faire des choses géniales comme toutes les voitures de légende en propulsion et moteur à l'avant. Alors on parlait tout à l'heure justement de ce pack performance qui bien sûr qui propose ce style spécifique esthétiquement à cette RS, mais il y a aussi cette évolution technique. Il s'agit d'un différentiel à glissement limité. Peut-on l'expliquer, Gilles? Oui, en fait, ils ont voulu aussi marquer le coup, non seulement l'esthétique, puis en plus rajouter quelque chose. Il y a toujours des choses à faire si on veut. Oui. On était quand même déjà proche de la perfection, on est d'accord. De génial, vraiment. Et donc, ça a été fait par un constructeur anglais, qui s'appelle Coif. D'accord. Constructeur très renommé qui fabrique tout ce qui est autobloquant, différentiel, couple, boîte à vitesse. Pour etc. la compétition également? Bien sûr. Ou surtout la compétition? Surtout la compétition. Donc ils sont allés directement puiser là-dedans pour donc rajouter un différentiel à l'avant qui permet d'avoir une meilleure gestion de la traction sur les roues avant. Peut-être qu'ils ont jugé donc qu'il y avait moyen de performer dans ce domaine. Il est certain qu'en mode sport, la RS dévoile son vrai visage avec son indéniable gestion des virages. La présence d'un launch control, malgré l'absence de boîte robotisée, fait d'elle une véritable sportive. On en parlait justement avec le concessionnaire. La particularité, c'est évidemment ces différents modes, mais on peut également régler les amortisseurs. Et ça, c'est quand même spécifique la voiture, parce que normalement, c'est toujours géré avec les différents modes. Là, les amortisseurs sont complètement à part. Voilà, il y a une gestion indépendante aussi, pour préciser, pour terminer le petit paragraphe sur justement les différents modes offerts au conducteur pour gérer et pour configurer sa voiture exactement comme il a envie. Et donc, on a un petit bouton au bout du commodo des phares, là, sur le côté gauche, qui est accessible avec le doigt tout en ayant la main sur le volant. Et toujours les indications sur le petit dashboard. Voilà. Donc on peut durcir les amortisseurs
en appuyant simplement sur ce bouton, en ayant 2 modes. Ça veut donc dire qu'on peut très bien rouler en mode standard au niveau de la gestion moteur et avoir les suspensions dures. Et on peut très bien rouler en mode sport pour se faire plaisir, avoir les qualités du moteur, le temps de réponse un petit peu plus optimisé, etc. Le SP, c'est-à-dire l'assistance un peu moins forte, et plus on monte dans les modes pilotage, on va dire, moins assisté. Et on peut bénéficier aussi, si on est dans une route bosselée, de mettre évidemment le mode suspension un peu plus souple et à la limite avoir plus d'efficacité. Et ça c'est bien parce que c'est vrai que, bon, on va pas donner de nom, mais on avait essayé une auto aussi au cours de nos différents tests qui était très très dure en suspension. Alors du coup évidemment elle était parfaite dans un type précis de route. Et ça limite vite l'utilisation au quotidien. Sous la pluie évidemment, où la voiture demande à être un peu plus souple, ou dans des terrains bosselés, elle était vraiment pas adaptée au niveau du réglage. Donc là vraiment ce qui est génial avec cette Ford RS, c'est que vraiment on arrive à gérer comme on veut. Et ça franchement, je pense que ça sera vraiment apprécié de tous les utilisateurs. On peut se la jouer ingénieur finalement. Pourquoi pas. Les suspensions tolèrent un léger roulis en mode normal. Il suffit d'enclencher le mode sport pour les durcir de 40%. Le phénomène permet alors de jouer davantage avec les transferts de masse. Bon, eh bien, nous arrivons au terme de cette émission et comme à chaque fois, Gilles, je vais vous demander un bilan. Qu'en pensez-vous ? Un bilan très positif. Moi, ces voitures-là, vous savez, c'est vraiment mon péché mignon. Et on en a parlé tout à l'heure. On arrive à rouler avec cette auto d'une manière vraiment tranquille, comme on est en train de le faire là. Elle n'est pas trop dure, elle est presque confortable. Ouais, c'est vrai. Ce qui est impressionnant, avec des pneus en taille basse, des sièges de sport, des suspensions évidemment obligatoirement fermes pour être adaptées à la puissance et à l'efficacité de l'auto. On a une auto qui est très jolie esthétiquement, elle était déjà belle. Là, je la trouve encore plus sympa avec ce bleu, ce noir. Comme on a dit, ils ont mis juste où il fallait. Donc fantastique. Très agréable à rouler. Quand on veut rouler vite, évidemment, une efficacité exceptionnelle. C'est pas pour ça qu'elle a été, pour cela qu'elle a été 2 ans sportive de l'année. Pourtant, il y a de la concurrence en face. Il y a des très bonnes autos aussi. Et je dois dire que le moteur, il est souple, coupleux. Il monte en régime rapide. Il est puissant. La motricité, elle est exemplaire évidemment, avec en plus le différentiel rajouté à l'avant. Un petit clin d'œil à l'ancien modèle justement, on s'en rappelait, on en parlait en off. Cette Focus RS, finalement, c'était une traction avec 300 chevaux et ils avaient trouvé un équilibre de châssis sur les trains, c'était incroyable, on ne sentait même pas que c'était une traction. C'est vrai. Et l'évolution finalement, elle est fantastique aujourd'hui, en 4 roues. Ah ben oui. Puisque déjà à l'époque, on était bluffés. C'est vrai, quand on avait essayé l'auto, alors déjà c'était un 5 cylindres à l'époque, turbo, donc pareil, génial au niveau du bruit, le 5 cylindres, il avait fait fort je trouve d'avoir mis ça là-dedans. Et moi j'aimais beaucoup aussi l'ancienne version qui était en traction comme vous l'avez précisé. Là bon, on passe avec une technologie différente, on évolue. Un autre monde. Et donc petit clin d'œil aussi Vanessa, je crois que évidemment la voiture s'appelle Last Edition. Ah oui, c'est vrai, ça il faut le dire. Donc ça sera je pense la dernière déclinaison de ce modèle-là. La prochaine, je ne sais pas si c'est l'année prochaine ou l'année d'après, on va avoir une nouvelle Focus, un nouveau modèle avec des spécificités différentes, etc. On n'ose même pas imaginer. Voilà, peut-être la boîte séquentielle comme on avait dit, encore plus de chevaux, etc. On verra. Et je crois que il y en a eu donc, on avait dit 209 c'est ça. Qui ont été livrés entre la France et Monaco. Et je crois d'ailleurs qu'il en reste 2 sur Monaco à vendre. Bon, eh bien Gilles, ramenons cette petite merveille à son showroom. Et puis on se retrouve le mois prochain. On va dire au revoir à l'équipe. Bah oui. En tout cas, merci Gilles. Merci pour votre fidélité. C'est toujours vraiment magique les essais avec vous. Et puis moi, vous me faites toujours plaisir à me faire essayer des voitures fantastiques en votre compagnie. C'est donnant alors. Allez, c'est parti. Au total, seuls 209 exemplaires de la RS Focus Last Edition ont vu le jour. Cette finition spéciale a donc aujourd'hui un petit parfum de collector.